Absolument ravie aujourd'hui d'accueillir avec Andrea la professeure Adèle Blaquette. Alors, comme vous savez, ça c'est la deuxième conférence d'une série spéciale dans notre cycle qui vise à célébrer le centenaire de l'Organisation internationale du travail. À chaque fois, je remercie Andrea Talrico, qui est une doctorante ici à la faculté de droit, qui a eu cette superbe idée. Andrea est supervisée par le professeur Denis Nadeau et par mon collègue Charles-Maxime Panaccio. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Et je vous présente brièvement notre conférencière aujourd'hui. Adèle Blaquette est professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada en Transnational Labour Law and Development à la faculté de droit de l'Université McGill. Elle a fondé et dirige le laboratoire de recherche sur le droit du travail et le développement. La professeure Blaquette est titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'Université Queen's, de diplôme en droit civil et en common law de l'Université McGill, ainsi que d'une maîtrise et d'un doctorat en droit à l'Université de Columbia. Elle a publié plusieurs ouvrages sur le droit du travail transnational, axés surtout sur le Sud. Son manuscrit intitulé Everyday Transgressions, le défi transnational des travailleuses domestiques au droit international du travail, a été publié au printemps 2019 aux presses de l'Université Cornell. Donc, vous l'avez ici. On profite de cette journée. Nous avons l'honneur et le plaisir de faire un petit lancement de ce livre ici à Ottawa. Et donc, vous pouvez vous le procurer après la conférence si vous le souhaitez. La professeure Blaquette a reçu la bourse de recherche nationale Boral-Laskin du CRSH en 2010 et la bourse de recherche de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau en 2016. Ancien membre du Bureau international du travail à Genève, la professeure Blaquette a été experte auprès de l'Organisation internationale du travail sur l'établissement de normes internationales relatives au travail décent pour les travailleurs domestiques, conduisant à l'adoption de la Convention numéro 189 de l'Organisation internationale du travail et de la recommandation numéro 201, et aussi dans un processus de réforme du droit du travail en Haïti, dont son implication s'est passée de 2011 à 2014. En 2009, elle a été nommée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de la province, où elle a exercé des fonctions de commissaire pendant 7 ans. En novembre 2018, Adèle Blaquette a été nommée membre du groupe d'experts en droit de la personne du programme renouvelé de contestation judiciaire du gouvernement du Canada. Elle a été nommée à la liste d'experts du chapitre 23 de l'accord économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne en décembre 2018. Membre du barreau du Haut-Canada et du barreau du Québec, elle a reçu en 2014 le prix du mérite Christine Tourigny et le statut d'avocat émérite en reconnaissance de son engagement social et de sa contribution à l'avancement des femmes. En 2015, l'Association canadienne des avocats noirs lui a remis le prix Pathfinder pour ses contributions importantes à la communauté juridique et à la communauté au sens large. Alors, accueillez avec moi la professeure Blaquette. Bonjour, merci infiniment pour l'accueil. Merci de me recevoir encore une fois à cette faculté, à cette section de droit civil. Merci à Margarita pour l'invitation, Andrea pour l'organisation de cette initiative qui commémore le centenaire de l'OIT. Je tiens aussi à souligner à quel point c'est une belle initiative de commémorer le centenaire de l'OIT avec un regard particulier sur les questions d'égalité. On m'a demandé de prononcer ce discours en anglais. Je me demande ce que je devrais faire. Il est certain que le livre est en anglais. Et je vais vous lire quelques extraits, mais je risque de me repenser cette décision de le présenter en anglais et juste d'y aller avec
le français. De toutes les façons, n'hésitez pas à me poser des questions, soit en anglais, soit en français, à la fin de la présentation. Donc, le Canada, comme vous savez, a joué un rôle important dans l'OIT. Voilà une des photos historiques où Wilfred Jenks, qui est devenu directeur général de l'OIT, son 6e directeur général, mais qui a vécu aussi au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'OIT a pris comme siège temporaire l'Université McGill, donc de 1940 jusqu'à 1948. Donc cette photo date de 1966 et c'était le moment où l'OIT a présenté une plaque pour commémorer ce lieu, donc le Canada, où nous avons gardé les idéaux de cette organisation internationale en vie. C'est, à mon avis, très significatif que à l'OIT, ça se sait. Les gens tiennent à souligner le rôle du Canada à un moment névralgique où l'OIT avait à repenser en fait sa pertinence dans un monde en mouvance et qui allait changer davantage. Donc c'est au Canada que l'OIT certes a élaboré la déclaration de Philadelphie, qui a proclamé, entre autres, que le travail n'est pas une marchandise, que la justice sociale est indispensable à la paix, mais aussi c'est le lieu où l'OIT a élaboré sa politique pour faire face, en fait, à l'émergence de la décolonisation. C'est ici aussi où l'OIT a repensé son rôle économique face aux institutions qui allaient naître. Je mentionnerai une autre contribution du Canada qui est reliée à la question de genre, et c'est que Violet Markham, en 1923, était la première femme représentée à l'OIT dans son conseil d'administration. Et c'est le Canada qui l'a nommée à ce poste. Donc, une réformatrice sociale, mais aussi quelqu'un qui était apparemment contre le suffrage des femmes. Donc, juste pour mettre un petit bémol dans... Donc, une partie donc, de ce que je vais vous présenter aussi, c'est la question, certes, de la représentation inclusive, mais une réflexion sur comment on aborde les questions d'inclusivité. Une invitation, autrement dit, d'aller au-delà d'une simple réflexion identitaire et de considérer ce qui est au cœur de la réflexion de justice sociale. C'est de mettre l'accent sur les personnes qui vivent une exclusion sociale et de réfléchir à comment prendre en considération les différentes dimensions de cette exclusion. Donc, là, je vous montre un autre livre. C'est un livre écrit par une travailleuse domestique en France, d'origine marocaine, qui a subi
une crise, en fait. Elle a été, après avoir travaillé 7 jours sur 7, de longues heures, de conditions différentes, finalement, cette dame a eu une burn-out. Et c'est un cas extrêmement intéressant. Elle a pu se prévaloir de différents mécanismes qui étaient mis en place justement pour inclure les travailleuses et travailleurs temporaires donc à l'accès à la protection sociale. Et elle a écrit ce livre pour, en fait, travailler la récupération de son esprit après avoir retourné à répondre à sa vie. Et elle a le suivant à dire sur le travail domestique, et je commence mon livre avec ces paroles. Donc, so I'll do the first reading from the book, and it's from pages 1 and 2. As the people who care for others, domestic workers are accustomed to not really being seen or heard. Historical accounts remind us of the link to domestic slavery and colonial servitude, of the persisting vestiges found in the so-called common sense of the status-based relationship of the master and the servant. Many poignant sociological accounts of domestic work in post-colonial or post-apartheid states emphasize domestic workers' invisibility, even as they perform the hard and dirty work associated with social reproduction. The political economy literature stresses the extent to which domestic workers, often highly educated and with care responsibilities of their own, leave family and home to travel abroad to provide care. These works capture the extent to which this traditionally feminized labor remains economically and socially undervalued. No one captures this point better than domestic workers themselves. Fatima El Ayoubi, a domestic worker of Moroccan heritage living in Paris, wrote her book Prière à la Lune while recovering from a nervous breakdown. She consciously chooses to speak for, and I quote, all the Fatimas who work in those shadows alone, far from their families. End of quote. El Ayoubi reminds us of the art in her back-breaking work. Many people do not understand what is art. I've always worked looking for the elegance in what I do. Even when I iron a shirt, I want to feel inside of me an aesthetic harmony. I iron shirts, I dust. I clean the world to admire the beauty and the cleanliness. This art to which I have applied myself 9 hours each day, all these years, no one sees it. When I come back the next day, I commence to suffer yet again in my body and in my soul. I am a woman who uses her body as her work tool. Nothing else is left. Donc, un témoignage assez poignant de ce que ça peut impliquer de faire ce travail. Et je tiens à commencer avec ce passage parce que ça nous ramène à ce que vivent les personnes qui font le travail. Voilà une autre image de travailleuse domestique. Et c'était une image prise tout de suite après l'adoption de la Convention numéro 189. Il y avait d'ailleurs une image pas trop similaire, trop différente, avec un autre directeur général, cette fois-ci, lié à la Convention qui vient d'être adoptée, la 190, une Convention sur la violence au travail et une convention sur laquelle notre collègue, la professeure Catherine Lippel a travaillé, a fait le travail préparatoire. Des conventions à laquelle les travailleuses domestiques, il faut le dire, ont tenu à être présents. Donc cette initiative, cette image rappelle à quel point ces personnes qui n'étaient pas, disons, qui ne faisaient pas partie de l'habitude de l'OIT, ont pris l'espace et ont insisté pour être représentés. Donc l'OIT, comme vous le savez, est une organisation tripartite
représentés donc non seulement par les gouvernements et surtout les ministères du travail, mais aussi par les employeurs et par les travailleurs. Et il s'implique dans toute la gouvernance de l'institution, une source d'originalité qui émane de la traité de Versailles de 1919 et qui a continué quand l'OIT s'est joint aux Nations Unies comme son premier agent spécialisé en 1948. Mais ce qui était très présent, très visible lors des négociations pour la Convention 189, c'est que les travailleuses et travailleurs domestiques ne se trouvaient pas dans les regroupements formels. Même au sein des travailleurs, pour les défis liés à la syndicalisation, ces personnes n'étaient pas présentes. Et à un moment donné, il y avait le constat qu'en réalité, on avait des employeurs de travailleurs et travailleuses domestiques dans chacun des groupes, mais pas forcément les travailleuses elles-mêmes. Et donc, une bonne partie de l'initiative, c'était pour ces personnes de se montrer présents, de prendre la parole quand les opportunités se présentaient et d'insister pour que leur vision de ce qu'elles voulaient réaliser avec une norme internationale du travail soit réalisée. Ce n'est pas pour dire, par contre, que l'OIT n'avait jamais tourné son attention à cette question. Et en réalité, l'OIT, depuis ses débuts, ou presque, en 1936, 45, 48, 65, a adopté des résolutions, même suggérant que c'était urgent d'adopter des normes sur les travailleuses domestiques, qui sont à peu près 67 millions de personnes au monde. Comparez ça aux travailleurs migrants, travailleurs maritimes, pour lesquels l'OIT a énormément élaboré de normes, un groupe de travailleurs, une catégorie qui est aussi mondialisée, qui voyage pour le travail, qui vit ailleurs, qui vit en fait sur le lieu de travail. Là, il y a 1 million. Et il y a, entre autres, une norme assez compréhensive sur le travail maritime de 2006 qui a inspiré la rédaction de cette norme sur les travailleurs, les travailleuses domestiques. Mais donc, il y avait une question de représentativité, il y avait une question de mise en valeur de ce que c'est le travail de reproduction sociale, qu'il s'agissait du travail comme tout autre travail, tout en reconnaissant sa spécificité. Et c'était de faire reconnaître cette dualité reconnaître cette dualité était une dimension importante du travail qui a été faite. Et donc, c'était là mon rôle dans l'élaboration d'un rapport sur le droit et la pratique à travers le monde pour fonder les bases de la Convention. Et donc, une autre courte lecture du livre, du chapitre. On the historic night of November 4th, 2008, when Senator Barack Obama was elected President of the United States, I made a conscious decision to miss the celebrations. Instead, I put my joy and hope for change into a transnational justice initiative. After months of research, I confined myself to a hotel room for a week of intensive efforts to finish writing the bulk of the International Labour Office's report 4 on decent work for domestic workers. Uppermost in my mind throughout was the conviction that domestic workers had to remain central actors in the process. And they did. They mobilized and organized in support of the implementation of the Domestic Workers Convention and the Domestic Workers Recommendation, were involved in negotiating the terms, and have since ensured that the Convention is ratified and both instruments are implemented.
A complex dynamic has been set into motion, one that reflects the interplay between a new social movement from below and an old international organization uncertain about transnational change, but certain that social justice must be front and center. I believe that negotiating decent work for domestic workers changed the International Labor Organization and has helped increase certainty that international labor law has a transnational future. Cette diapositive pourrait surprendre. Je le souligne parce que une dimension qui était centrale à l'élaboration d'une norme sur le travail domestique, c'était de reconnaître l'agentivité des travailleuses domestiques. Et j'étais moi-même surprise de voir à quel point on mettait en question si les travailleuses domestiques non seulement faisaient un travail réel, mais aussi si elles avaient un esprit de travailleur, un esprit d'ouvrier, si vous voulez. On sentait un oubli historique. Il y a plusieurs exemples et le rapport rédigé sur le droit et la pratique à travers le monde soulignait le fait que les travailleuses domestiques faisaient grève, faisaient de faim des fois, réclamaient de différentes façons leurs droits. Mais cet exemple m'a paru spécialement intéressant. On parle du mouvement de droit civil aux États-Unis dans les années 60 et on reconnaît tout de suite l'importance de certains leaders, dont Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Mais lui-même soulignait à quel point les travailleuses domestiques étaient au cœur de l'action qui a mené à un changement dans les droits. Donc, si vous pensez au boycottage des autobus à Montgomery, qui pensez-vous prenait les bus tous les matins pour aller à leur travail? C'était ces travailleuses et domestiques et qui n'ont pas simplement suivi la commande qui était au cœur de cette décision d'utiliser le pouvoir qu'ils avaient pour effectuer un changement. Et Pramila Madison a écrit un livre qui entoure ces mouvements et qui a permis de comprendre à quel point le mouvement pour les droits civils était incarné dans ces femmes et que ces personnes donnaient vie à une vision des droits civils ancrés dans le droit du travail. Et c'est une dimension qui a souligné les réflexions sur comment imaginer une convention qui adressera vraiment les questions les plus centrales aux travailleuses domestiques, y compris l'intercroisement des questions de race et des questions de genre dans le travail domestique. Une autre image plutôt iconique, cette fois-ci une image beaucoup plus contemporaine du Brésil au moment des manifestations autour de l'ex-présidente Rousseff. Mais cette image a peut-être le plus capté ce moment. Et c'est une image évidemment de manifestants, mais aussi d'une travailleuse domestique qui peut-être était là pour son travail plutôt que pour ses convictions. Et on voit un rapport qui a fait réfléchir un pays qui a entamé de nombreuses modifications à sa loi, à sa constitution, justement
pour donner certains droits de travail aux travailleuses domestiques, majoritairement afrodescendantes, majoritairement marginalisées. Et certains, y compris des chroniqueurs dans le monde diplomatique, attribuent le bouleversement social qu'a mené ces changements juridiques aux droits des travailleuses domestiques, l'attribue en fait, attribue le changement ou à cette en fait déstabilisation de rapports qui étaient pris pour acquis dans ce pays. Autrement dit, revoir, repenser les rapports d'inégalité sociale peut mener à une réponse négative, une réponse de backlash de la part de la société. Au cœur de la façon de parler d'un changement au travail domestique sur le plan juridique, c'est qu'il y a une façon de voir les rapports entre employeurs de travailleurs domestiques et travailleurs domestiques eux-mêmes qui est tellement connu, tellement pris pour acquis, tellement ordinaire que ça se voit même pas. C'est juste donc pas mise en question qu'une travailleuse domestique sera présente quand on a besoin d'elle et qu'elle ne sera pas visible quand on n'a pas besoin d'elle. Elle serait aux petits soins, mais elle n'a pas des besoins qu'il faut vraiment voir. Et ce qui est déstabilisant dans une régulation qui vise à octroyer des droits à une catégorie marginalisée, c'est qu'en réalité, on bouscule, on rend visible ce qui n'était pas visible et on perturbe donc un équilibre. Ouais. On a tendance à voir le fait d'octroyer des droits comme étant, tu sais, comme s'il y a un gain positif et tout le monde est plus heureuse et on élargit le gâteau, tu sais. Mais on rétablit, disons, un équilibre, mais ça a des impacts sur le quotidien et dans le travail domestique, c'est vécu de façon certes très intime, mais très puissant. Et donc, une façon c'était nécessaire quand la Convention 189 était négociée, c'était nécessaire à la fois de rendre visibles les multiples façons dont on n'a pas vraiment pris en compte les droits des travailleuses domestiques et ensuite d'envisager de façon très concrète comment rendre ça visible, comment rendre ça possible. Un exemple que j'aime donner, c'était autour de la question du paiement, donc d'un salaire, mais la tendance toute particulière dans le contexte du travail domestique de payer, pas en espèces, mais en nature. Et là, c'est devenu un énorme problème. Il y avait dans les normes internationales du travail une possibilité de recevoir un pourcentage fixe en nature, mais pour des dimensions, des éléments qui sont nécessaires, comme par exemple le fameux sac de riz. Les gens comprennent ça dans certains pays en développement.
Mais en travail domestique, c'est souvent des vieux vêtements. Et donc, dans une des négociations, une des délégations avait soulevé que, bon, il y avait plein d'exemples où on pouvait imaginer le travail en nature devenir quelque chose, le paiement en nature devenir bénéfique pour tout le monde. Il sortait des exemples, justement, les vêtements, c'était discrédité. Et là, il disait, mais la voiture de la famille, la travailleuse domestique pourrait utiliser la voiture. Et la salle a ri, parce qu'en ce moment-là, quand les gens ont commencé à imaginer une loi qui était devenue tellement naturelle dans le contexte plutôt familial, et là, le transposer à un contexte du travail. Ça rimait autrement. Cette même délégation, donc les négociations ont lieu sur 2 ans. Première année, ça c'est un peu la découverte. Deuxième année, on avait même les employeurs expliquer pourquoi un travail minimum était absolument, un salaire minimum était absolument nécessaire pour cette catégorie de travailleuses pour qu'elles puissent vivre dignement. Des employeurs qui, dans d'autres contextes, contestaient la validité d'un salaire minimum. Donc, on voyait une évolution de compréhension quand l'invisibilité devenait visible, quand l'asymétrie devenait plus claire. Donc, c'était de rendre ce que j'appelais le droit du ménage, lieu de travail, Law of the Household Workplace, visible, et de transgresser cette loi, de faire en sorte à ce que on mette en question toute une historique qui est vécue au quotidien dans le corps de ces personnes, dans les rapports de ces personnes. Et donc, la Convention, pour cette raison aussi, ne pouvait pas être une simple charte des droits des travailleuses domestiques, une petite liste des droits fondamentaux qu'avaient les travailleuses domestiques. Il fallait que ce soit détaillé, que ça donne en fait, un plan de match, une guide pour les législateurs et les ménages à suivre pour revoir leurs normes. Et donc, l'instrument qui est reproduit dans le livre, d'ailleurs, est très détaillé. Et offre des guidances sur des questions comme, évidemment, le salaire, paiement en nature, les lieux de travail et le ménage, les choses évidentes pour contrer le travail forcé, les passeports ne pas être prises, les chambres qui ferment à clé, des conditions qui prennent en compte le contexte, évidemment, pays en développement, lieu qui reflète le cadre de la maison en général, mais qui inclut en fait le corpus du droit de travail pour cette catégorie de travailleurs. Je vais passer maintenant à la méthodologie qui entourait la réflexion sur le travail domestique et qui entoure ce livre. Et c'est donc une vision du pluralisme juridique transnational, une vision de pluralisme juridique qui préconise que donc le droit n'est pas simplement ce qu'on retrouve dans la législation ou dans les conventions, si on va le dire, mais c'est la loi, le droit qui existe dans le contexte et qui est créé souvent sur une base historique assez forte. Et donc, tout ce que je viens de vous décrire sur l'invisibilité, ça fait partie de cette vision juridique et ça fait partie de ce qui est entendu
dans le rapport entre employeurs et travailleurs dans ce contexte. Mais mes recherches m'ont mené pour trouver quelques origines assez loin. Et c'est sûr, les textes ethnographiques ont été d'un grand intérêt, les textes historiques ont été d'un grand intérêt. Mais ce que je ne m'attendais pas à voir, c'était que j'allais trouver du droit dans des livres de cuisine historiques. Et c'était plutôt par hasard, en cherchant les droits et devoirs maître-serviteur à l'époque, que je suis tombée sur des livres de cuisine du 17e, 18e, 19e siècle qui contenaient carrément des sections à part sur le droit du ménage comme lieu de travail. On voyait que ces livres étaient rédigés surtout par des femmes. Et quand je cherchais davantage, et surtout dans le début du 18e siècle, 19e siècle, qu'il y avait des livres de ce même genre rédigés par des travailleurs domestiques eux-mêmes. Et dans le contexte des États-Unis, certaines de ces personnes étaient des ex-esclaves qui cherchaient à, disons, recadrer certains rapports. Donc, c'était toute une révélation, mais la logique est claire. On avait, à une certaine époque, on oublie, on pense que les tribunaux étaient toujours ailleurs, mais les magistrats rendaient justice dans leur salon, à un moment donné. Les cuisines pour le travail domestique, c'est les lieux de travail et les lieux d'exécution des rapports et les lieux de jugement. Et il n'y a pas énormément d'archives du travail domestique. Ça disparaît presque aussi rapidement qu'on fait ce travail, le bébé qui est propre, la maison qui est propre, mais un livre de cuisine, ça perdure. Et donc, cette loi aussi. Donc, je vais, comme troisième lecture, vous lire juste un petit extrait d'un de ces livres. C'est un livre, donc, celle qui est ici, d'une certaine Melinda Russell. Et ce livre est dénommé une espèce de proclamation d'émancipation de quelqu'un qui est né libre et qui, à travers son livre, donc je ne vais pas vous lire les règles en tant que telles, mais j'en décris dans le chapitre 4, mais qui décrit sa démarche, en fait, de liberté. Donc, petit passage ici. A different genre of cookbook appeared in the United States after the Civil War. Compilations of recipes submitted by women and sold to raise funds for a range of causes, but initially for war widows and orphans. The first cookbook published by an African-American woman, Melinda Russell's A Domestic Cookbook, containing a careful selection of useful receipts for the kitchen by Melissa Russell, an experienced cook, belongs in this genre. First published in 1866, it is a beautiful book with approximately 265 recipes for such dishes as cold water biscuits, sweet potato slice pie, rich black cake, and fricasseed catfish, as well as a ginger pop beer that Tipton Martin likens to West African recipes. Russell also includes a number of medical cures and advice on making household preserves. Most compellingly, however, is that Russell writes her own short history of the author in her own voice. She starts by telling the reader that she was born free.
we learned that her grandmother, also named Melinda Russell, was a member of one of the first families set free by Mr. Nutty of Virginia. The author's mother was born after her mother's emancipation, so Karen's children are by law free. Born in eastern Tennessee, the author lost her mother when she was quite young, set out for Liberia when she was about 19. However, she was robbed by a member of the party with whom she traveled. She was forced to end her journey in Virginia. There, she began to cook and travel with ladies as a nurse. In her short history, Russell reproduces the entire contents of a certificate of good character that she was given when she set out for Liberia. She married in Virginia. Her husband lived only 4 years after the wedding. She had one child who was disabled, and she used her maiden name after her husband's passing. She appears to have had a succession of businesses: a laundry house in Virginia, a boarding house in Tennessee, where she moved after her husband's death, and then a successful pastry shop. However, her savings were taken by force in 1864 by a guerrilla party during the Civil War. In light of her Union principles, she left the South, fled to Michigan until peace was restored in Tennessee, where she intended to try to recover at least part of her property. This, Russell explains, is one reason why she published her cookbook, hoping to receive enough from the sale of it to return home. She made sure to credit Fanny Stewart, quote, a colored cook of Virginia, unquote, with teaching her the trade. The experienced cook ends by affirming the following about the valuable recipes she was advised to publish. Quote, I know my book will sell well where I have cooked, and I am sure those using my receipts will be well satisfied, end of quote. Russell's work represents a powerful challenge to invisibility and is rightly described by Tipton Martin as embodying an emancipatory spirit. That said, there is little in Russell's cookbook that seeks to set out the rights and duties of servants, and that's the point. Russell did not see herself as a servant. We learn that she was a woman who spent a lifetime seeking to establish professional autonomy instead of pursuing various forms of domestic work. She opened several businesses seeking to sell her recipes in a context in which options for African American women were exceedingly limited. Russell might also have engaged in precisely the kind of resistance that has been misused to fuel stereotypes about magical, innate, or haphazard approaches to cooking by African Americans that was part of the omnipresent Aunt Jemima stereotyping. Russell challenged a prevailing practice in which African American cooks' recipes were published by white cookbook authors without any attribution beyond the cook's first name. According to historian Rebecca Sharpless, this practice served to erase the women's identities and, in fact, conflate them with their work. By refusing to give fully exact proportions and detailed stepwise directions in many of her recipes, Russell may well have affirmed another art, improvising, as in jazz, a higher skill requiring a sophisticated knowledge of the entire composition. This helped prevent appropriation. Russell was born free, and her cookbook was for an audience of people who knew how to cook, and possibly like the women who taught her. The book suggests that its author was a woman who sought to carve out a life on the basis of her labor without legal subordination in any particular master's house. Resistance. Part of what the book frames is not only the convention and how it was elaborated, but also the different spaces, the different places through which change both inspired the convention and change was wrought in light of the convention. L'Afrique du Sud était un de ces exemples. Donc, l'Afrique du Sud a joué un rôle névralgique dans l'élaboration de la Convention et du même fait que ça a été pris comme sujet à discussion à l'OIT.
quand l'Afrique du Sud a quitté l'apartheid, quand l'Afrique du Sud voulait sortir de l'apartheid, ils ont connu tout de suite que les travailleuses domestiques ne pouvaient pas facilement imaginer qu'ils allaient changer de travail du jour au lendemain. Et donc, il fallait adopter une série de réformes pour rendre ce travail décent. Et donc, l'Afrique du Sud était en mesure de dire que c'était possible à une communauté internationale très dubitative qu'une réforme pouvait se faire. Par la suite, donc, l'Afrique du Sud, comme différents pays du Sud, a pu montrer non seulement une série de lois, mais une série de mesures, y compris des mesures de résolution de différends, comme leur commission pour la conciliation, la médiation et l'arbitrage, qui réussit à accueillir les travailleuses et travailleurs domestiques et d'autres travailleurs précaires quand ils ont une plainte, souvent quand à la fin de l'emploi, un cas de licenciement abusif par exemple, ils peuvent les recevoir, faire une négociation, médiation et éventuellement arbitrage de leur cas, souvent à l'intérieur d'un mois. Donc, une justice relativement célère, énormément plus célère qu'on pourrait imaginer ici, et qui est très connue de personnes modestes et qui n'auront pas forcément accès à un avocat, accès à un mécanisme très détaillé. Donc, ces initiatives ont influencé largement la capacité d'imaginer une norme internationale du travail en action. Et par la suite, la norme a permis à l'Afrique du Sud et aux militants dans ce contexte-là de réclamer, entre autres, une plus grande protection sociale. Finalement, et c'est peut-être la dimension la plus difficile pour la norme qui a été adoptée, c'est la question de la migration temporaire, qui est les travailleuses domestiques. Évidemment, c'est un phénomène dans plusieurs pays internes, de migration interne, mais la moitié des migrants femmes au monde sont les travailleuses domestiques. Et les conditions, j'en passe, mais il y a des abus incroyables. Et donc, c'est sûr et certain qu'une bonne partie de l'impulsion pour une norme internationale du travail, c'était de pouvoir répondre autrement que par des mécanismes bilatéraux à ce phénomène-là. La norme en tant que telle aurait pu être articulée comme norme migrant tout court. Ça n'a pas été fait. Et l'approche préconisée, c'était une convention large, une convention donc sur le travail domestique dans toutes ses formes, mais avec des sections qui s'appliquent spécifiquement à la dimension de la migration. Et je crois fermement que cette approche a permis une plus grande ouverture à la question, une plus grande compréhension ou sensibilité à la question, au-delà d'une question, la migration, qui est extrêmement difficile à toucher. La Convention, néanmoins, est en mesure de porter une réflexion notamment sur les agences temporaires, et il y a des dispositions qui traitent spécifiquement de ces questions. Il y a aussi tout un volet lié aux conditions de travailleurs migrants, pour commencer par
le contrat rédigé dans les contextes de la migration et jusqu'à les conditions dans la maison, les conditions d'accueil. Ce qui n'est pas abordé, évidemment, c'est la question même de la migration temporaire. Et dans le contexte canadien-québécoise, on sait que notre historique avec les programmes de migration en travail domestique est une qui a commencé par un programme beaucoup plus ouvert pour lequel les migrants domestiques avaient la résidence permanente à l'arrivée. Et c'est allé jusqu'à un programme qui était plutôt précaire et des modifications maintenant pour faire face à les difficultés qui sont liées à un lien entre une visa octroyée spécifiquement à un employeur. Donc, la Convention n'a pas énormément à dire sur cette question. C'est certainement une prochaine frontière et dans le livre, j'aborde certaines réflexions sur comment le travail domestique en tant que tel pourrait être repensé au niveau de la migration internationale. Ceci dit, je termine le livre en insistant sur la réussite plutôt claire qu'est cet instrument normatif. Un instrument pour lequel les travailleuses domestiques eux-mêmes ont énormément milité, qui encadre de façon très complète leurs droits. Quand la Convention a été adoptée le 16 juin 2011, il y avait une joie incroyable dans la salle. Les travailleuses domestiques étaient en train de chanter et de danser et d'appeler les États immédiatement à ratifier l'instrument, à passer à l'acte. C'est peut-être pas... ça peut paraître minime, mais avec 29 ratifications à jour pour l'OIT, c'est une réussite remarquable. Les pays qui ont ratifié à date ne sont pas simplement les pays qui envoient les travailleurs domestiques, mais plusieurs pays qui en reçoivent, plusieurs pays d'Europe. L'Amérique latine a ratifié énormément, et comme j'ai mentionné avec le cas de Brésil, il y a eu des changements législatifs très importants. On peut en nommer aussi dans plusieurs autres pays de la région, et on voit des ratifications dans différentes régions, les Caraïbes, l'Afrique, en commençant par l'Afrique du Sud et le Madagascar, et il y en a d'autres. Mais nous tardons à ratifier ici, au Canada, même si ce que j'ai compris, c'est que nous sommes au stade où les différentes provinces sont en train d'avancer à étudier leur législation pour voir la conformité avec la Convention et passer à la ratification. Donc, il y a une campagne à cet effet qui est en cours et nous ne pouvons qu'espérer que ça mènera à une ratification prochaine de la Convention 189 par le Canada qui a été très présent dans les délibérations et qui a énormément contribué à la communauté d'apprentissage autour du travail domestique. Je vais terminer avec les paroles de cette remarquable femme qui est à l'affiche, Myrtle Witbooi,
de l'Afrique du Sud, la présidente de la Fédération internationale des travailleuses domestiques, qui a mené toute la campagne pour avoir cet instrument et qui a insisté pour que les personnes présentes à l'OIT à négocier cet instrument ne perdent pas de vue l'importance transnationale de cette norme pour cette communauté de personnes touchées. Et qui par la suite milite pour la ratification, milite pour les changements dans les droits et surtout milite pour une reconceptualisation de notre compréhension de ce rapport du travail domestique qui, en fin de compte, est le plus fondamental. Sans le travail domestique, nous n'avons pas d'économie productive. Ça n'existe tout simplement pas sans ce travail des plus humanisants. Donc, Myrtle Witbooi, en 2010, entre les deux séances de l'OIT, a adressé la plénière de la Conférence internationale du travail avec ces mots. We have managed to bring domestic workers to the ILO, and I'm sure you will feel the spirit and see the hope and expressions on our faces. We want to show you the importance of domestic workers who contribute to building the economies of the world by looking after your families and your homes. We are sure that for the first time, the delegates of the conference could feel, hear, and experience the unity among the domestic workers, and maybe we will convince you that united we can move mountains. Donc, je termine ici. Je vous remercie pour votre écoute et je serai très heureuse de votre question. Merci beaucoup, professeur Blaquette. Alors, nous avons du temps pour les questions, donc je vous invite qui veut briser la glace. Catherine? Alors, merci beaucoup pour cette extraordinaire présentation qui nous incite à acheter le livre, premièrement. Deuxièmement, nous, avec le pluralisme juridique, alors il y a certains d'entre nous qui trouvent ça aride. C'est très vivant et c'est très intéressant. J'avais un commentaire et une question en même temps. Alors, le commentaire, à l'époque, j'accompagnais une syndicaliste de la FTQ, Jean Gras, que vous connaissez peut-être, qui est représenté donc le Canada lors de la négociation. Et elle avait dit que c'était la première convention où elles ont réussi à faire en sorte que le mot travailleuse paraisse dans une convention de l'OIT. Oui. Et j'aimerais que vous en commentez ça. Et l'autre commentaire, c'est par rapport à la réticence du Canada à la ratification. On sait, je vais juste parler du Québec et de mon petit patelin, la loi sur les accidents de travail et la vie professionnelle. Depuis 2008, la Commission des droits de la personne a dit que c'était discriminatoire contraire à la charte parce que les travailleuses domestiques sont exclues. On s'attend à ce que le ministre dépose en décembre 2019 une nouvelle réforme. Il y a déjà eu une tentative de réforme en 2008, une deuxième en 2010. Et il y a plein de raisons pour lesquelles le reste de la loi sur les accidents de travail est controversé, mais j'aimerais, si vous êtes en mesure de me dire votre opinion sur les raisons de la réticence du Québec et du Canada, ne fût-ce qu'à respecter une ordonnance de la Commission des droits de la personne qui date maintenant d'il y a 11 ans pour les gens les plus pauvres, les femmes les plus pauvres qui travaillent. Merci infiniment pour ces réflexions et ça me touche profondément parce que j'étais à la commission en ce moment-là. Et on espérait à un moment donné que ça allait bouger. Il y avait, comme vous avez dit, un aller-retour des modifications, mais évidemment ensuite plusieurs changements politiques, d'autres événements qui ont pris le relais. Mais donc je vais prendre la deuxième question en premier. La ratification d'une norme internationale du travail est souvent perçue
et peut-être surtout dans des pays comme le Canada, avec un corpus législatif assez détaillé, comme un acte de confirmation de conformité, plutôt qu'un acte d'appartenance à une communauté d'apprentissage. J'aimerais bien que ça bouge comme perspective. On peut certes donner des leçons à d'autres pays, mais on fait partie d'une communauté où on peut apprendre. Donc, ratifier une convention, idéalement, nos lois seront parfaitement conformes, mais sinon, on a tout à apprendre de l'OIT à des spécialistes dans le contexte qui peuvent travailler avec le pays pour nous aider à améliorer, modifier la législation et de ces autres pays qui ont ratifié. Donc, c'est un bloc qui devient difficile. C'est sûr qu'on voudrait savoir où sont les aspects de non-conformité et faire ce qu'on peut. Mais cet instrument en particulier a été élaboré pour guider ces transitions. Pendant depuis les premières conventions, on voit que l'approche des membres de l'OIT a été de dire, OK, vous pouvez exclure certaines catégories, ou peut-être si un instrument s'applique au contexte industriel, ça ne sera pas applicable en tant que tel au travail domestique. Et donc, la réaction a été, pendant longtemps, tout simplement de dire, bon, le travail domestique, c'est différent, donc on le met de côté. La 189, c'est toute une autre démarche, c'est-à-dire, on va centrer le travail domestique, on va élaborer des normes qui guident les États membres en matière de protection sociale, par exemple, et ensuite, on va accompagner les États à le faire. Et c'est pas surprenant que des États comme l'Afrique du Sud ou l'Uruguay auraient eu plus d'expérience que d'autres en cette matière. Ouais. Donc, je pense que ça va impliquer une certaine, je dirais, humilité de dire on ratifie même si on n'est pas parfaitement conforme parce qu'on va apprendre. Tout comme on va aider d'autres à voir comment gérer certaines dimensions du travail domestique. Oui. Et j'ai l'impression, ceci dit, je ne qualifierai pas la réaction du Québec comme réticence à ratifier, mais je pense qu'on a, sur cette question précise, tergiversé un peu pour identifier une solution qui est le plus conforme à ce que nous voulons faire. Je ne pense pas qu'on est terriblement loin au Québec. Et c'est intéressant, il y a énormément de choses dans nos lois qui ont été influentielles à l'élaboration de la Convention 189, y compris une initiative qui a été prise au Québec d'avoir des contrats modèles qui étaient mis en œuvre pour les travailleurs domestiques migrants avant d'intégrer le foyer où ils allaient travailler. Première question. Donc, travailleuse dans une norme internationale de travail, c'était drôle, je dois vous dire. Pendant les négociations, croyez-moi, il y a eu un débat sur le langage. Et il y avait un pays en particulier, francophone, que je nommerai pas, qui insistait qu'en français, c'était le masculin. Ça comprenait tout le monde. Et là, les autres pays francophones, y compris le Canada, représenté par le Québec, a dit que vous n'avez pas le monopole sur le français. Et
la négociation, donc, était d'inclure travailleuses et travailleurs dans le titre, mais dans le texte de l'instrument, figurez-vous, c'est masculin. Donc, c'est incroyable. 2010, 2011. Peut-être vous avez des histoires pareilles pour la violence au travail, mais c'est neutre. Hein? Oui. Donc voilà. Merci pour ces questions. D'autres questions? Pendant que... Oui. Bonjour, je m'appelle Chanel Hilaire. Je suis le Fulbright Research Chair at Human Rights and Social Justice ici. Très chaleureusement à Adèle. Merci. Donc, j'ai deux questions parmi beaucoup d'autres, mais d'abord, merci beaucoup de votre présentation vraiment riche dans des dimensions de standardisation. Je dois vous dire que j'ai été conseiller juridique au PIT pendant plusieurs années avant de venir ici. Donc, deux questions. Vous avez parlé du manque de référence dans la Convention sur la question du libre choix de l'employeur. C'est-à-dire que, spécialement pour les enfants, quand on arrive à un poste de travail domestique comme ça, on n'a pas vraiment un choix. Aussi, un choix juridiquement, pratiquement, c'est vraiment difficile de trouver un autre emploi. Ça peut provoquer beaucoup d'abus dans le lieu du travail. Donc, est-ce qu'il y avait, pendant la rédaction, un effort de trouver au moins une disposition légère à adresser ce problème très approfondi dans ce secteur? Deuxièmement, vous avez parlé de l'inspiration de la Convention maritime, qui est vraiment un effort très profond pour arriver à un socle de protection dans ce secteur. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça peut inspirer, néanmoins que ce secteur est une organisation collective de syndicats et des employeurs tellement riches par rapport à ce secteur? Et l'autre question, qu'est-ce que ça vous pense? Qu'est-ce que tu penses que ça peut nous dire pour l'avenir de standardisation internationale du monde du travail par secteur? Et spécialement par les secteurs où on trouve beaucoup d'exploitation pour les migrants. Mais merci infiniment, Janelle, pour ces belles questions, ces réflexions. Donc, pour ce qui est du choix et le travail migrant, je dois commencer par dire qu'il y avait énormément de peur. Il y avait énormément de peur autour de cet instrument. Ça faisait un petit moment depuis qu'il y avait une ratification d'un instrument, une adoption d'un instrument. C'était un instrument ambitieux et les gens avaient tout simplement peur que ça devienne un échec. Il y a eu l'échec sur la question du contrat de travail. Était fraîche, ça a été récupéré par les travailleurs en besoin de protection, une recommandation qui a aussi influé un peu la catégorisation de ces travailleurs, mais il y avait une peur. Et ça a influé la façon d'aborder certaines des questions, je crois. Aussi, ceci dit, la dimension sur le travail migrant dans cet instrument est assez forte. Et donc, par exemple,
une des dimensions que j'avais mentionnées sur le choix du lieu où vivre, c'est encadré dans l'article 9 de la Convention. Et c'était assez drôle d'ailleurs avoir les discussions parce qu'on sentait un inconfort dans certaines délégations qui avaient l'obligation pour le travailleur de vivre chez un employeur particulier. Et la négociation faisait qu'on a cherché à changer ce langage. Et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Donc, l'article 9 clarifie que each member shall take measures to ensure that domestic workers are free to reach agreement with their employer or potential employer on whether to reside in the household. Ce n'est pas rien. Et ça, c'est pas dans la partie entre guillemets migrants. C'est dans la partie générale. Et qui peut être contre la liberté de choix de son employeur? Et si on vit ou pas. Peu de temps après, le Canada a modifié le programme qui était le Live-in Caregiver Program pour que ça devienne plus ouvert. Maintenant, la façon de le faire peut influencer si vraiment les travailleuses domestiques ont plus de choix concrètement. Mais ça a été changé et ce ne serait pas impossible de croire que l'article 9 a eu un impact sur cette modification. Donc, les choses peuvent bouger autour de ça, mais ceci dit, le sort des instruments, des conventions internationales sur la migration n'a pas été très heureuse. Les ratifications tardent sur beaucoup d'instruments qui datent de longtemps sur le travail migrant. Tandis que cet instrument, conçu pour toutes les travailleuses domestiques, tous les travailleurs domestiques, semble rallier les États et permettre certaines ouvertures. Et même si je me désole un peu que le mode accords bilatéraux entre parties très inégales semble toujours proliférer, je pense qu'il y a dans cet instrument des ouvertures à une collaboration internationale plus solide pour arriver à des ententes éventuellement régionales sur les conditions de migration. Donc, je pense qu'il faut plus de créativité, je dirais même au sein des institutions comme l'OIT, mais l'instrument en tant que tel est relativement porteur si on voudrait aller dans ces sens. Et évidemment, c'est aux États finalement de donner la direction. Janelle, il y avait un autre volet de cette question, excusez-moi. C'était par rapport aux Convention conventions maritimes. maritime, oui. On a le même Oui, dualité tout à fait. avec Oui, oui, tout à fait. Donc, les gens de mer, c'était des... Donc, je dirais d'abord que initialement, nous avons eu une discussion intéressante autour de ça et dans le contexte aussi de violence au travail. L'actuel conseiller juridique de l'OIT, du BIT, a mentionné que la possibilité d'avoir un instrument comme le maritime, donc un instrument où il n'y a pas une convention contraignante et une recommandation non contraignante, mais un amalgame dans un instrument qui donne différentes, disons, formes de contraintes à différentes parties de l'instrument, que cette idée aurait pu être prise comme marche à suivre dans d'autres instruments.
La version initiale du questionnaire sur cette convention et recommandations 189 et 201 a été intégrée. Et ça faisait peur, franchement. Je pense que l'idée, c'était que c'était peut-être trop... c'était trop demandé aux personnes d'imaginer qu'on pouvait suivre un modèle qu'on avait adopté pour un secteur évidemment fortement industrialisé, fortement syndicalisé, qui avait aussi une autre organisation internationale qui voulait l'instrument de International Maritime Organization. Et donc la convention 189 a été scindée de ces parties non contraignantes. Il y a eu aussi un certain mouvement entre dispositions, mais la maritime a influencé certaines des dispositions. Donc, certaines des dimensions sur les conditions de vie se retrouvent dans la Convention maritime, certaines des formulations, mais c'est sûr, une bonne partie des innovations de la maritime ne pouvaient pas se retrouver dans ce texte, le tonnage et les gratifications. Il y avait à la toute fin aussi de la négociation de cet instrument un moment préoccupant où les employeurs ont suggéré qu'on devrait changer le mode de mise en vigueur. La maritime exige plus de ratification et un certain pourcentage de pays qui... on ne peut pas être un pays enclavé et contribuer grandement à l'élaboration, disons, à la mise en vigueur de cet instrument. Et là, ça a été soulevé. Ça a été, la réponse des travailleurs a été catégorique. C'est une catégorie de travailleurs et travailleuses marginalisées historiquement. Ce n'est pas sur le dos qu'il faut changer une mode qui est en place depuis le début de l'OIT pour l'adoption ou la mise en vigueur d'instruments. Donc, la Convention 189 est rentrée en vigueur quand 2 pays l'ont ratifiée, à avoir les Philippines et l'Afrique du Sud. C'était une mode classique. Donc, l'influence est toujours là de la Convention maritime. Et là, je pense, j'allais la troisième question, c'était au niveau des travailleurs précaires. Votre question, c'était à ce niveau-là. Je dirais que pour les travailleurs précaires, nous sommes devant une leçon clé, c'est qu'il faut se laisser guider par les travailleurs ou travailleuses eux-mêmes. Cet instrument a été voulu par cette communauté. Ils ont travaillé longtemps avant d'arriver à l'OIT pour construire une base d'appui dans les syndicats internationaux, les fédérations globales, syndicales, dans les ONG comme WeGo et différentes autres organisations pour mettre de l'avant l'importance de leur rôle et ils ont été très puissants. Et à mon avis, ça va être cardinal pour l'OIT de s'assurer quand elle adopte des normes pour des groupes qui ne sont peut-être pas dans les structures traditionnelles, de s'assurer de ne pas simplement juste choisir « Ah d'accord, ça c'est intéressant, on devrait faire quelque chose », mais de s'assurer d'être informé d'une base qui existe, de personnes qui veulent une réglementation et qui peuvent informer la façon de réglementer. Ça prend d'autres habitudes, ça prend des réflexions importantes sur la nature du tripartisme, un tripartisme qui doit être dynamique, mais qui permet de voir à qui on devrait s'adresser afin de ne pas simplement réglementer
pour un groupe, mais vraiment de réglementer avec un groupe historiquement marginalisé. Oui. Si je peux préciser là-dedans, profitant de votre expérience, j'étais interpellée parce que ce que vous avez dit de comment amener le droit, la logique du droit, va souvent perturber des rapports de pouvoir et, dans certains contextes, fragiliser en fait davantage les personnes titulaires des droits. J'ai fait dans ma tête une analogie avec, par exemple, les droits des détenus. C'est fantastique. C'est évident qu'il faut avoir des droits quand on est en prison. Mais la concurrence du langage du droit avec d'autres systèmes de faveurs et de privilèges qui, normalement, gèrent ces lieux, font en sorte que des fois, la vie des personnes devient un peu plus difficile parce que ça génère des tensions dans la relation. Et donc, qu'est-ce que vous... C'est un paradoxe. C'est clair qu'il faut du droit, c'est clair qu'il faut des droits, mais comment prévenir et quels autres outils peut-on faire pour vraiment changer la façon dont les rapports entre les individus se passent là où ils sont fragilisés? Merci pour cette question. C'est une des questions les plus névralgiques dans ce domaine. Je ne prétends pas avoir toute la réponse, mais la réponse qui découle de la 189, c'est que on imaginait dans certains quartiers le droit des travailleuses domestiques comme étant justement une charte des droits, qu'on approchait la question comme une question de droit de la personne pour cette catégorie-là. Et ce courant justement, court le risque de ne pas capter l'essence, en fait, du droit du travail. Donc, je ne suis pas en train de poser tout bêtement que, il y a les droits de la personne, il y a le droit de travail. Je pense qu'ils sont fondamentalement intégrés dans une vision de justice sociale. Mais c'est dans la spécificité de l'inclusion de cette catégorie dans un corpus de droit de travail qu'on voit la réclamation autrement. Et donc, pour cette catégorie de travailleuses, oui, ils insistaient sur le fait d'avoir un droit, mais le droit, c'était au droit du travail. Donc, une inclusion au droit social. Ça implique autre chose que de dire j'insiste pour que vous me reconnaissiez. À mon avis, c'est sûr, ça va bien au-delà, mais c'est différent. C'est une réclamation d'une représentation. C'est une réclamation d'espace. C'est une réclamation aussi d'une certaine redistribution. Donc, on ne laisse pas les conditions préalables comme ils étaient avant. On ne s'attend pas simplement à une tierce personne bienfaiseur qui va dire le droit. C'est une autre forme de réclamation. Donc, ça, il y a une longue réponse à ça. Ça, c'est la réponse courte. Mais je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, franchement, du droit social sur comment on imagine les rapports et l'importance d'une amélioration des rapports dans leur ensemble, pas simplement d'une réclamation de droits décontextualisés, déhistorisés. La phrase. Merci. Merci.